Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les mesures sociales promises par Emmanuel Macron pour calmer les gilets jaunes, examinées jeudi et vendredi par le Parlement. Elles ont été détaillées par Édouard Philippe. L'augmentation de 100 € pour les revenus modestes ne concernera finalement que 55% des smicards. Les explications à suivre. Après le chef de l'État, c'est au tour du Premier ministre de faire son mea culpa. Ce dernier reconnaît des erreurs et se montre favorable au référendum d'initiative citoyenne. Un dispositif réclamé par les manifestants. Peut-il vraiment être utile et redonner du pouvoir au peuple? On en parle dans un instant. Theresa May est sous pression à 100 jours du Brexit. La situation politique outre-Manche semble dans l'impasse. Revenue bredouille du sommet européen, la Première ministre est confrontée à la défiance de son propre parti, alors que ressurgit l'hypothèse d'un second référendum. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Trani, salle des conférences, Alexandre Poussard dans l'hémicycle du Sénat, dans notre multiplex à suivre. Et on retrouve justement Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre, vous suivez pour nous les débats en séance. Et je le rappelle, eh bien, ce projet de loi qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres sur les gilets jaunes bouleverse l'ordre du jour au Sénat. Et oui, Delphine et Gérard Larcher en a parlé cet après-midi dans l'hémicycle. Il a reçu une lettre du gouvernement aujourd'hui lui demandant d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat cette semaine l'examen de ce projet de loi portant des mesures d'urgence économique et sociale. Alors ce projet de loi contiendra 3 articles avec 3 mesures essentielles censées calmer les gilets jaunes. La prime de fin d'année de 1 000 € défiscalisée que pourront verser les entreprises, la baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 € et puis les heures supplémentaires défiscalisées. Et le calendrier d'examen de ce texte va être très serré, puisque vous l'avez dit, il sera présenté en Conseil des ministres mercredi, il sera examiné par l'Assemblée nationale jeudi, avant d'arriver au Sénat le vendredi. Le vendredi matin, la Commission des affaires sociales, qui est chargée de l'examen de ce texte, présentera son rapport et votera ses amendements. Et puis l'après-midi, il y aura l'examen dans l'hémicycle dès 16 h, avec l'adoption du texte dans la soirée. Mais vendredi soir, ce ne sera peut-être pas fini, car si les deux chambres ne tombent pas d'accord sur la même version du texte, il y aura une seconde lecture. Alors, en réalité, en coulisses, les deux chambres sont en train d'œuvrer pour essayer de se mettre d'accord sur une même version dès la première lecture et éviter de siéger pendant les fêtes de Noël. Merci à vous Alexandre pour ces précisions et on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition. On en sait désormais un peu plus sur les mesures destinées à calmer la colère des Gilets jaunes. Le Premier ministre en a détaillé les modalités pratiques dans un entretien aux Échos. L'augmentation de 100 € du SMIC reposera sur sa revalorisation légale mais aussi sur une hausse de la prime d'activité. Mais avec ce dispositif, seulement la moitié des smicards seront éligibles à ces 100 € supplémentaires. Héloïse Grégoire. Une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron, le Premier ministre détaille la feuille de route du gouvernement. Aller vite, le plus vite possible, notamment pour la mesure emblématique du pouvoir d'achat, la hausse du SMIC de 100 € net. Cela va passer par une hausse massive et un élargissement de la prime d'activité. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de personnes. Demain, il y en aura 5 millions qui sont éligibles. Donc, il y a plus d'1 million de personnes en plus qui vont pouvoir en bénéficier. Tous les salariés célibataires sans enfants auront donc 100 € de plus, jusqu'à 1 560 € net de revenus. Avec un enfant, une mère célibataire pourra bénéficier de la prime jusqu'à 2 000 € net de salaire. Et enfin, un couple avec 2 enfants, dont l'un gagne le SMIC et l'autre 1 750 €, verra ses revenus augmenter de 200 €. Seulement, cette hausse ne concerne pas tous les salariés au SMIC, car la prime d'activité tient compte de l'ensemble des revenus du ménage. Pour une partie de l'opposition, la méthode n'est pas forcément la bonne. Le gouvernement est censé trouver une solution pour ceux qui ne seraient pas concernés par la prime d'activité, de manière à ce que l'ensemble de ceux qui sont au SMIC puissent avoir cette hausse de 100 €. On verra bien quelle est la mesure trouvée. C'est un peu compliqué. Le Premier ministre revient également sur la hausse de la CSG qui visait 60% des retraités. Marche arrière, finalement, elle concernera 30% d'entre eux. Autre point, Édouard Philippe apporte aussi des précisions sur la facture. Si le coût total des mesures devrait s'établir à 10 milliards d'euros, le déficit atteindrait lui, selon Édouard Philippe, 3,2% en 2019 au lieu de 2,8%.
Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur centriste Vincent Delahaye. Il est avec vous, Tam Tranui. Oui, Vincent Delahaye, d'abord, votre commentaire sur cette phrase prononcée ce matin par le patron des députés de La République En Marche, Gilles Legendre, sur Public Sénat. Il a dit que l'une des erreurs de la majorité est d'avoir été trop subtil, trop intelligent dans les mesures du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Écoutez, je pense que c'est fort maladroit de sa part, dire qu'on est trop subtil et trop intelligent, on ne l'est jamais trop. Simplement, je pense qu'ils n'ont pas été clairs et que surtout le fait de dissocier les baisses des augmentations, en tout cas de commencer par des augmentations pour ensuite dire qu'il y a des baisses qui vont venir, c'est jamais bon. Je crois qu'il faut faire les choses simultanément quand on veut les faire, bien les expliquer. Et là, ça n'a pas été le cas et donc effectivement, on s'est retrouvé avec des décalages qui n'ont pas été bien perçus par les citoyens. Oui, effectivement, un problème tout de même de mise en musique de toutes ces réformes fiscales. Et avec cette phrase, de quoi ruiner un petit peu le mea culpa fait par Édouard Philippe dans Les Échos ce matin ? Écoutez, ruiner ou pas, le mea culpa, moi j'ai pas lu un mea culpa en tout cas. Il concède des erreurs. Je pense que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est de l'inexpérience politique. Le président de la République n'a jamais géré une collectivité, n'a jamais géré de conflits ou de revendications. Et en réalité, un incendie, ça s'éteint tout de suite et vite. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. On a laissé se développer cet incendie sans recevoir personne, en fermant toutes les portes. Alors qu'au départ, peut-être qu'un recul sur la taxe sur les carburants aurait suffi à dégonfler le phénomène. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas une colère rampante derrière ce phénomène, mais en tout cas, ça aurait pu le faire dès le début. Et on l'a fait trop tard. Ici, au Sénat, on l'a fait bien plus tôt. Donc nous sommes des élus sages ici au Sénat. Vous savez, la sagesse du Sénat, elle est légendaire. Justement, si l'on parle de l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron de la semaine dernière, c'est ce fameux plus 100 € pour les salariés au SMIC. Ça va passer par une augmentation de la prime d'activité. Est-ce que pour vous, tout cela, c'est une usine à gaz ? Usine à gaz, non, mais on sent la précipitation, l'improvisation, on sent que la difficulté du gouvernement de traduire dans les textes les engagements du président, parce qu'on s'aperçoit que on s'aperçoit qu'en fait il y aura que 55% des smicards qui toucheront les 100 € en plus sous forme notamment de prime d'activité, et qu'il y aura des non-smicards qui toucheront cette prime d'activité. Moi, ce que je pense, c'est qu'on distribue encore de l'argent sans l'avoir en fait dans les caisses. Le problème, c'est que depuis des années, on a un laxisme budgétaire qui fait qu'on est dans une situation où on n'a aucune marge de manœuvre. Et en réalité, ce qu'on paye aujourd'hui, alors on va le récupérer une petite partie sur les entreprises, mais le reste, ça va être du déficit et de la dette, et ça sera des impôts demain. Parce que le déficit et de la dette d'aujourd'hui, c'est des impôts de demain, donc ce n'est pas une bonne nouvelle en soi pour les Français. Un dernier mot enfin sur la procédure qui va être suivie, qui est plus qu'inhabituelle sur ce projet de loi. Le Parlement va être amené à se prononcer dans une extrême urgence. Est-ce que le Parlement est pour vous décoratif dans ce projet de loi, ou bien nécessité fait loi face aux attentes des Français ? Je dirais que nécessité fait quand même loi, parce qu'à un moment donné, il faut quand même sortir de ce conflit, il faut sortir le plus vite possible. Ça ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est vrai, au Parlement. Ceci étant, on constate que quand on le veut vraiment, on va très vite. Donc il y a des textes qui prennent un temps fou, on nous dit toujours il y a beaucoup de longueur, et puis en réalité quand on veut vraiment aller vite, c'est comme partout, on y arrive. Mais on va être obligé effectivement peut-être de mettre un mouchoir sur nos revendications, sur nos souhaits. Je dirais que je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Bien, merci beaucoup Vincent Delahaye d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et dans ce débat, les élus ruraux veulent aussi peser en première ligne sur le terrain dans le mouvement des Gilets jaunes. Ils attendent des réponses au sentiment d'abandon des territoires. Depuis le 8 décembre, ils ont récolté les doléances des habitants des campagnes. Sandra Cerquera. Pendant plus d'une semaine, les communes de France ont ouvert des cahiers de doléances pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Partout les mêmes revendications. Le pouvoir d'achat, l'injustice fiscale et l'abandon des territoires. C'est dans ce contexte que les maires ruraux lancent un appel sous forme de tribune dans le journal du dimanche, pour ne plus être les oubliés de toutes les réformes. Selon eux, la mobilisation des Gilets jaunes est une opportunité pour le pays. Il faut la saisir. Ce maire d'une commune de 2000 habitants exhorte le gouvernement à répondre au sentiment d'abandon des territoires. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il y a une colère qui couve parce qu'il y a une dégradation de l'offre en termes de services publics dans les territoires, du soutien aux communes quand elles ont des initiatives. Le gouvernement, il faut qu'il sorte de son coin, il faut qu'il vienne travailler réellement dans les territoires les problématiques auxquelles sont confrontés les citoyens et qui ne sont jamais les mêmes en fonction des territoires où on se trouve.
Les élus évoquent un combat aussi bien pour l'emploi que pour la couverture téléphonique ou l'accès aux soins et soulignent qu'il n'est pas normal qu'en matière de dotation aux collectivités, un urbain compte 2 fois plus qu'un rural. Ils demandent qu'une correction soit inscrite dès la loi de finances 2019. La synthèse des doléances sera présentée d'ici la fin de la semaine au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors voilà de quoi répondre aux demandes sociales exprimées par les Gilets jaunes, mais le gouvernement veut aussi apporter une réponse aux demandes institutionnelles. Il se déclare d'ailleurs ouvert au référendum d'initiative citoyenne. C'est un reportage de Fabien Riquer. C'est un acronyme devenu emblématique du mouvement des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne, ou RIC, verra-t-il le jour? Dans une interview aux Échos, Édouard Philippe a en tout cas ouvert la porte. Ce débat, nous allons l'avoir. Je ne vois pas comment on peut être contre son principe. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet, ni dans n'importe quelle condition. La Constitution prévoit déjà depuis 2008 la possibilité pour les citoyens de soumettre une proposition au vote, à condition qu'elle soit soutenue par au moins 185 parlementaires et 4,5 millions d'électeurs. Trop contraignant. À ce jour, le site internet dédié à ce référendum d'initiative partagée ne recense en effet aucune proposition. Le référendum exigé par les Gilets jaunes se veut plus direct. Plusieurs versions circulent. La principale d'entre elles permettrait aux citoyens de proposer une loi à partir du moment où elle recueille 700 000 signatures. Amendée par l'Assemblée, la proposition de loi serait ensuite soumise au vote de l'intégralité des Français. D'autres versions du RIC demandent la possibilité d'abroger une loi, de révoquer un élu ou de modifier la Constitution. Toutes les variantes existent dans les demandes des Gilets jaunes, qui est un mouvement assez protéiforme, assez varié. L'essentiel, je pense, c'est la revendication démocratique. C'est qu'à partir du moment où ce mouvement a une forte composante démocratique, le référendum apparaît dans la discussion. Pour le moment, les modalités sont floues. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne exigerait en tout cas de modifier la Constitution. Une nouvelle fois reportée, la réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement pourrait alors tenir compte, du moins en partie, des revendications des Gilets jaunes. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction, Tam, avec le sénateur communiste de Paris, Pierre Laurent. Oui, Pierre Laurent, on va parler ensemble du référendum d'initiative citoyenne. Mais tout d'abord, qu'avez-vous pensé de l'interview d'Édouard Philippe donnée aux Échos dans une espèce de service après-vente? Il concède aussi des erreurs de l'exécutif. Écoutez, l'interview du Premier ministre n'est que de la pédagogie sur les mesures qu'on connaissait déjà et qui confirme qu'il n'y aura pas d'augmentation du SMIC, mais une augmentation de la prime d'activité, ce qui n'est pas du tout... Ce qui est beaucoup plus complexe, qui va correspondre à 55% qui est plus complexe, surtout ce qui ne touche pas à la question fondamentale du partage de la valeur entre les dividendes et les salaires à l'intérieur même des entreprises et singulièrement des grandes entreprises. Alors que là, on ajoute une dépense publique que les mêmes, d'ailleurs, n'arrêtent pas de stigmatiser et qu'il faudra bien financer, et on ne sait pas comment, puisque le gouvernement refuse de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, entre autres. Donc on continue d'avoir beaucoup de questions sur le dispositif gouvernemental qui est très très loin de répondre aux attentes des mobilisations sociales, de celles des Gilets jaunes et des mobilisations syndicales. Vous jugez aussi que les mesures concernant la CSG ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires, ça aussi, ça ne va pas dans le bon sens. Ça va être au programme du projet de loi débattu. Non, la mesure d'annulation, en tout cas pour l'année qui vient, de l'augmentation de la CSG sur les retraités est la seule bonne mesure qui a été annoncée, qui est un vrai recul par rapport au dispositif qui avait été annoncé initialement. Pour le reste, on reprend toujours les mêmes recettes. C'est-à-dire on fait de l'exonération de cotisations sociales, on fait des exonérations fiscales pour les entreprises. Je répète, tout ça pour ne pas toucher au partage de la valeur, alors qu'on est dans une situation où il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre et des gens qui continuent de gonfler leurs dividendes, leurs profits dans les grandes entreprises. Et c'est à cette question-là qu'il faudra bien toucher un jour. Pierre Laurent, un mot sur les RIC, les référendums d'initiative citoyenne. Est-ce que c'est pour vous une bonne solution pour mettre fin au malaise démocratique en France? C'est en tout cas la volonté des Gilets jaunes qui veulent ce fameux RIC. Mais c'est une mesure que nous proposons d'ailleurs depuis longtemps.
c'est une mesure qui serait utile, mais qui est très très loin, à elle seule, de répondre à la crise démocratique. Il faut donner des pouvoirs supplémentaires aux citoyens à tous les niveaux dans la société. Il faut commencer par leur en donner dans les entreprises, pour justement discuter de la manière dont on utilise la valeur et les richesses créées par le travail dans les entreprises. Il faut leur donner du pouvoir à travers leurs élus. Il faut donc augmenter en même temps le pouvoir des citoyens et des élus. Par exemple, on dit référendum d'initiative citoyenne, mais moi je dis il faut que l'initiative législative au Parlement, qui est aujourd'hui entièrement dans les mains du gouvernement, quasi entièrement, eh bien, il y a une part d'initiative citoyenne et d'initiative des parlementaires beaucoup plus grande dans l'ordre du jour des lois qui sont discutées au Parlement. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui décide tout. Eh bien, il faut que les parlementaires, les élus locaux, les citoyens aient la possibilité de déposer des lois au Parlement. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Le référendum d'initiative citoyenne peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet, ni dans n'importe quelle condition. Déclaration d'Édouard Philippe dans le journal Les Échos. Alors, on va en parler tout de suite dans notre débat. Et j'accueille sur ce plateau Sophie Taillé-Polian. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice du Val-de-Marne. Vous avez rejoint le mouvement Génération de Benoît Hamon et vous êtes ici rattachée au groupe socialiste. Bienvenue à vous. Sur ce plateau également, François Patria. Bonjour, président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Yves Saint-Omer est également avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8, chercheur au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Et Benjamin Morel. Bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure. Première question pour vous, d'ailleurs, qu'appelle-t-on un RIC ? Alors un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, ou référendum, jadis on parlait plutôt d'initiative populaire, c'est un référendum, comme son nom l'indique bien, dans lequel l'initiative de la question, alors après on peut discuter de la façon dont va être mise en forme le texte qui va être soumis, mais l'initiative du sujet, l'initiative de la question et l'initiative de la procédure revient à des citoyens. Et donc, on a notamment un certain nombre de mécanismes qui ressemblent à des mécanismes de pétition. Donc, vous avez une partie du corps électoral qui va être sollicitée par un certain nombre d'intermédiaires pour réunir un certain nombre de signatures. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir enclencher une procédure. Je vous fais une réponse très très générique, mais on va y revenir très probablement. Les méthodes de ce référendum d'initiative citoyenne, tout de même, sont relativement diverses. Il y a un certain nombre de limites qui peuvent être diverses, il y a un certain nombre de questions qui peuvent être diverses, et toute la procédure de mise en forme entre la question qui est initiale et ensuite la question qui va être réellement posée et le texte qui va être réellement élaboré, c'est là-dessus que se joue un certain nombre de nuances qui en fait font que le mécanisme en tant que tel peut être enrichi, peut être amendé. On va y venir effectivement, Benjamin Morel. Sophie Taillé-Polian, on voit le gouvernement se dire favorable à ce principe. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette revendication des Gilets jaunes ? Écoutez, peut-être qu'effectivement, le gouvernement a entendu que ce mouvement, c'était aussi quelque part la traduction d'un essoufflement très avancé de nos institutions et de notre démocratie représentative. La proposition du référendum d'initiative citoyenne, d'ailleurs, était présente dans un certain nombre de programmes présidentiels, notamment le programme de Benoît Hamon. Et donc, nous, il nous semble que c'est tout à fait intéressant de mettre ce travail sur le métier pour voir comment on peut aboutir à une proposition qui soit un renforcement de la démocratie et qui soit un renforcement de la démocratie qui ne soit pas, je dirais, dans une remise en cause des parlementaires, mais peut-être une possibilité pour les citoyens de prendre la main, de dire, attendez, il y a un sujet sur lequel nous, on voudrait travailler, nous, on voudrait avancer, une façon d'interpeller aussi les parlementaires, l'exécutif. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Après, il faut bien entendu prendre le temps d'en débattre des modalités pour que ce soit à la fois faisable et puis respectueux quand même de l'idée démocratique et d'un fait majoritaire. Ouais, François Patria, c'est vrai qu'il y avait déjà ce référendum d'initiative partagée, c'était possible depuis la révision constitutionnelle de 2008. Pourtant, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça n'a jamais été utilisé. Je me méfie un petit peu sur ce RIC dans un contexte aussi incandescent que celui que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons connu. En temps, j'allais dire, apaisé, poser cette question me paraîtrait plus adéquat parce qu'on voit bien le sens des questions et leur utilisation. Dire qu'aujourd'hui, notre démocratie représentative est essoufflée, ça veut dire quoi? Je vous pose la question, chers collègues, néanmoins amis. Ça veut dire que l'élection du président de la République au suffrage universel serait remise en cause?
que l'élection des députés serait remise en cause. Avec un taux d'abstention tel qu'il est, oui. Que l'élection des sénateurs serait remise en cause. Alors si on doit changer, si on doit changer les choses, non mais pour régler le problème, plutôt que de changer le problème du RIC par ailleurs, rendons le vote obligatoire. Et le problème de l'abstention ne se pose plus. Comptabilisons les votes blancs. Aussi. Et l'abstention ne passe plus. Et là, on n'a pas besoin du RIC par ailleurs. La légitimité est exacte. Dire aujourd'hui que parce que les gens ne vont pas voter, les élus ne sont pas légitimes. Moi, mais là, les gens prennent la main, ils proposent. Alors, ils sont plus, c'est plus descendant, c'est ascendant. Je ne suis pas là, attendez, pour dire que les gens prennent la main ou pas. Le référendum tel que l'a proposé Nicolas Sarkozy, il est encadré, peut-être de façon inadéquate, sans doute, mais si on doit demain se tourner vers une forme de référendum, et pas la votation à la Suisse, que j'ai le sentiment que le taux de participation aux votations suisses, il est on va y venir, François Patria, pour voir si c'est transposable. Donc c'est ma position à moi aujourd'hui. Yves Saint-Omer, c'est vrai que les Gilets jaunes ont parfois exprimé ce sentiment d'un pouvoir confisqué. Est-ce que le RIC, c'est une bonne réponse? Il n'y a pas que les Gilets jaunes qui donnent l'idée ou qui revendique l'idée que le pouvoir est confisqué. Sondage après sondage, depuis des années, la confiance dans la classe politique s'est effondrée, reste à un niveau extrêmement bas. La défiance par rapport aux partis est à un niveau extrêmement élevé. C'est pas seulement en France, même si ça a pris des formes paroxystiques ces dernières semaines en France. Donc c'est une crise qui est une crise structurelle, qui n'est pas simplement un trou d'air. Quand on a 3 présidents de la République de suite qui, 1 an ou 1 an et demi après leur élection, se retrouvent extrêmement bas dans les sondages, ça veut dire quelque chose sur le fonctionnement du système politique. Et dans cette situation-là, oui, le référendum d'initiative citoyenne peut être une solution, pas une solution miracle, il n'y en a pas, mais une solution qui pourrait contrebalancer le pouvoir que les Français jugent démesuré des élus et redonner une voix directe aux citoyens. Après tout, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, on disait que les citoyens pouvaient concourir directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à la formation de la volonté générale. Benjamin Morel, je repose la question, ça n'avait pas marché en 2008, est-ce que là, sur quoi faut-il jouer pour s'assurer du succès de ces consultations citoyennes? Oui, non, il faut être sérieux sur le mécanisme mis en place en 2008. Le mécanisme mis en place dans la révision constitutionnelle de 2008 avait une vertu, c'est qu'il ne serait jamais utilisé. Il vous faut 10% du corps électoral et il vous faut 5% des parlementaires. Jusque-là, enfin un cinquième des parlementaires, jusque-là c'est facile. Mais ensuite, enfin c'est déjà difficile parce que ça veut dire 4,3 millions, je crois, de signatures. En Italie, c'est 500 000. Donc on voit très clairement que c'est compliqué. Et quand bien même vous arriveriez à faire ça, ce qui est déjà extrêmement difficile, on va dire, à ce moment-là, le Parlement a l'obligation d'examiner votre texte et ce n'est que si le Parlement ne l'examine pas qu'il y a référendum. Donc on est très clairement dans quelque chose qui a la senteur du RIC, mais qui n'en a très clairement ni la couleur et encore moins la saveur. Alors après, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche mieux? Eh ben on en parlera sans doute, on a d'autres exemples à l'étranger qui montrent que, eh bien, on peut avoir des mécanismes. Et en effet, c'est un mécanisme de respiration démocratique qui peut être réellement un mécanisme efficace. Après, la question qui se pose, c'est, et je renvoie peut-être un peu tout à l'heure à votre intervention, c'est est-ce qu'il est compatible avec l'idée aujourd'hui que l'on se fait de la politique en France? Cette idée très bonapartiste d'un chef de l'État qui est élu pour appliquer son programme et qui l'applique vaille que vaille, sans accroc. Avoir des RIC, eh bien, c'est accepter justement que le chef de l'État soit faillible, que la politique qui est mise en place n'est pas toujours la bonne et qu'elle peut être amendée. Ça, c'est compliqué au vu de la politique majoritaire en France. Yves Saint-Omer, vous direz. Oui, je voulais aller dans le même sens en rajoutant simplement quelque chose. C'est que même si ça finissait par aboutir, ce référendum d'initiative dit partagée, qui en fait est à l'initiative des parlementaires, ce ne serait pas une bonne chose parce que pour que ça soit véritablement des réponses aux questions posées, il faut que ça se fasse souvent. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a des citoyens qui répondent pour partie à la question posée et qui pour partie font un plébiscite pour ou contre les pouvoirs en place. Donc ça n'a de sens que si on ne veut pas avoir un plébiscite et qu'on veut avoir un vrai référendum régulier, eh bien il faut le faire souvent et pas de façon exceptionnelle.
Sophie Taillé-Polian, c'est vrai qu'on voit certains parlementaires, notamment je pense à Stanislas Guerini de La République En Marche, qui dit « Moi, je n'ai pas envie de me réveiller avec des référendums, des initiatives citoyennes, par exemple sur la peine de mort. » Ça, c'est un risque de tomber dans des justement champs qui seraient particulièrement populistes. Écoutez, je pense que la situation aujourd'hui appelle à ne pas tomber dans les caricatures. Si effectivement on a un certain nombre de garde-fous, d'un nombre de signatures qui soient, je dirais, quand même pas forcément évident de récolter. Elle est importante, cette question du seuil. Mais bien sûr, c'est extrêmement important. Nous avions fixé, lors de la campagne présidentielle de Benoît Hamon, 1% du corps électoral. Je ne sais pas si c'est peut-être trop, c'est peut-être pas assez. Ce sont des choses qu'il faut aussi travailler, d'une part avec les promoteurs du RIC, avec des spécialistes, des gens qui sont très pointus sur les histoires constitutionnelles. Enfin voilà, il ne faut pas évidemment faire n'importe quoi. Mais il faut arrêter que les politiques soient perçus comme dans leur tour d'ivoire, ayant peur du débat, ayant peur des décisions, ayant peur de... C'est aussi l'éloignement des politiques qui fait qu'on en est aujourd'hui dans cette situation-là. Et je crois par exemple que La République En Marche devrait s'interroger sur le programme aussi de réduction du nombre de parlementaires et donc d'éloignement des élus par rapport aux citoyens, parce que ce que ça pose, c'est une difficulté à parler aux élus, à avoir accès aux élus. Et donc pour moi, un référendum d'initiative citoyenne, ça doit donc être vraiment fait avec un certain nombre de garde-fous, mais ça ne doit pas s'accompagner d'une montée bonapartiste entre le peuple avec uniquement en face le président de la République. Il doit y avoir, pour assurer la continuité de l'exercice législatif, un Parlement qui soit fort, qui ait aussi des marges de manœuvre pour proposer et pour travailler avec l'exécutif et le contrôler. François Batry, est-ce qu'on peut écouter les initiatives citoyennes sans affaiblir les droits du Parlement? Alors, deux choses. La première, je reviens sur l'exemple que vous avez posé. Quand je vois dans les questions qui peuvent être posées, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y a effectivement la peine de mort, l'avortement. Est-ce que vous imaginez qu'il y avait eu un référendum, un RIC sur l'avortement, non. Pour la peine de mort, pour Badinter, lors de la peine de mort, il y aurait eu un RIC? Non. Or, ce sont considérés aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais en Irlande, il y a eu un référendum attendez, moi je vous parle de la France. Très positif sur l'avortement, personne n'aurait cru ça. Vous voyez, le débat démocratique, à l'époque, ça a été fait en France. C'est positif. À l'époque, ça a été France, on aurait perdu peut-être 30 ou 35 ans, il y a encore eu des morts et des drames. Vous avez peut-être raison. Mais d'abord, moi ensuite, je ne m'interroge pas sur ce que pense le Parti Socialiste. Il y a longtemps que je pense qu'il ne pense plus. Donc vous pouvez vous interroger sur ce que pense La République En Marche, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je reviens à l'instant sur le fait que vous puissiez penser que le référendum d'initiative populaire, c'est une bonne raison. Moi, je pense que dire qu'aujourd'hui, si ça va mal, c'est parce que les gens n'ont plus confiance dans les institutions, que les partis, etc. Mais posez-vous la question. Est-ce que ce sont les institutions qui sont en cause ou les électeurs? Vous pouvez changer le peuple. Non, je ne change pas le peuple. C'était Bertolt Brecht qui disait après l'insurrection hongroise de 1956... Laissez-moi terminer. Lorsqu'il y a un divorce trop grand entre les dirigeants et leur peuple, on peut changer le peuple. Laissez-moi terminer. Donc j'imagine un président élu l'année 1, qui à l'année N+2, déjà est menacé de destitution par un RIC. Non mais comment peut-on gouverner ce pays, sinon par la fermeté de la Ve République aujourd'hui, qui a permis que les institutions tiennent plus de 60 ans, voire 70 ans aujourd'hui, que le pays soit gouverné, peut-être contesté. Et je remarque d'ailleurs que ceux qui aujourd'hui demandent à force et à cri le RIC sont des gens qui, pour la plupart, ne sont pas allés voter. Parce qu'ils ont soi-disant plus confiance. Ils ne sont pas allés voter. Beaucoup disent « moi je ne vais pas voter, je ne vote plus ». Il y a un premier moyen d'expression dans une république, c'est on peut s'exprimer contre ou pour. Et ça pourrait changer le résultat. Si vous voulez, le RIC, on sait faire. On a encore une fois des exemples étrangers et on sait également limiter éventuellement ces dérives à travers, comme vous le disiez, un seuil de signature et également à travers un certain nombre de limites mises aux questions. Par exemple, si jamais vous faites un référendum législatif, vous ne pourrez pas aller contre les droits fondamentaux parce qu'il peut y avoir un contrôle préalable, par exemple, du Conseil constitutionnel. Idem d'ailleurs pour les questions budgétaires. On peut éventuellement imaginer un certain nombre d'instruments. Alors c'est moins démocratique du coup, mais en tout cas, si c'est ça l'angoisse, on sait faire pour restreindre. En revanche, ce pourquoi, à mon avis, le RIC en France, c'est difficile, c'est justement votre discours, c'est-à-dire qu'on est fondamentalement dans un système bonapartiste. Le RIC, ça remet en cause fondamentalement le statut du chef de l'État. Pourquoi De Gaulle gouvernait par référendum? Parce que De Gaulle est un vrai bonapartiste. Quand il arrive au pouvoir, il dit « il y a moi, il y a le peuple. Je gouverne directement, j'assume tout le pouvoir et je soumets un référendum. Si jamais le peuple me désavoue, je démissionne. » En France, eh bien, on a gardé ces institutions-là,
Mais il n'y a plus de De Gaulle. Et les successeurs de De Gaulle ne peuvent plus se permettre de gouverner comme ça. Mettre un RIC, c'est mettre un test pour le chef de l'État, tous les ans ou tous les 2 ans. Et ça, fondamentalement, dans un système hyper concentré autour d'une seule et même figure, comme le président de la République, c'est problématique. Et je vous rejoins. On ne peut pas mettre le RIC, en fait, sans repenser fondamentalement l'organisation des institutions et notamment assurer une meilleure séparation des pouvoirs en revalorisant le statut du Parlement. Sophie Taillé-Polian, ça fera peut-être partie de la révision constitutionnelle, mais on ne sait pas quand elle sera à l'ordre du jour. Oui, là, on est un petit peu dans le flou, mais c'est normal. On a besoin aussi de laisser retomber une situation complexe, très... Voilà. Donc, ce sont des débats qu'il ne faut pas aborder de manière trop virulente et trop à chaud. Moi, je voudrais réagir à ce que vous disiez, François Patriat, par rapport à la destitution. C'est comment dirais-je, ou le référendum révocatoire. C'est une chose qui fait partie des propositions de certains gilets jaunes. Personnellement, moi, je n'y suis pas favorable. Je ne suis pas favorable à des référendums révocatoires. On a beaucoup entendu, effectivement, cette question. Après, il faudra que le débat ait lieu, puisque le président de la République a lui-même identifié ce sujet, le Premier ministre. Mais pour ma part, je n'y suis pas favorable. Mais par ailleurs, je pense aussi que l'inversion du calendrier, qui fait que les parlementaires aujourd'hui, en tout cas les députés, sont très, très fortement liés à la légitimité du président de la République. Et Jospin. Et nous ensemble. Je ne dis pas le contraire. Moi, je ne cherche pas à dire des responsabilités. Enfin, la situation telle qu'elle est, elle est effectivement assez longue. Pour ma part, je ne suis parlementaire que depuis 1 an et demi, donc j'en assume peut-être moins la paternité ou la maternité que d'autres. Mais il faut regarder les choses très objectivement. Ça a beaucoup plus changé l'équilibre entre les institutions qu'on aurait pu le penser, ou en tout cas tel que le débat était posé à l'époque. Donc il faut, à mon avis, redonner du pouvoir au Parlement, peut-être donc le déconnecter davantage de l'élection au suffrage universel du président. Enfin bref, comme le disait M. Morel, je crois que c'est l'équilibre général. Une constitution, c'est quand même un équilibre subtil, une gestion de contradictions, de contraintes, pour arriver à quelque chose d'à la fois robuste, solide, mais aussi vraiment à l'écoute et qui fasse vivre la démocratie. En tout cas, pour ma part, je pense que la question de la révocation, personnellement, je n'y suis pas favorable. Oui, mais c'est un risque à prendre. Les parlementaires aussi. Sophie Taillé-Polian. Les parlementaires aussi. Oui, moi, je crois qu'il faut tout de même se rendre compte de la situation. On est au XXIe siècle. La société, elle a bougé énormément. Pensez à la différence de socialisation entre la génération de ceux qui ont aujourd'hui 18-20 ans et celle de leurs grands-parents. La société, elle a évolué énormément et on a un système politique qui, lui, vous le disiez, il a 70 ans, il n'a pas bougé ou pas beaucoup. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, dans des dimensions relativement secondaires, je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que si on garde le statu quo, on va au-devant de crises majeures qui vont bien dépasser celles que nous avons connues au cours des dernières semaines. Et je crois qu'aujourd'hui, pour être sérieux, il faut être audacieux. Et qu'il faut aussi faire le bilan de ce qui existe à l'étranger. La Suisse connaît le référendum d'initiative citoyenne, ils appellent ça l'initiative citoyenne. Personne ne va voter. C'est pas vrai. La moitié des gens vont voter, autant que pour les élections. Et lorsque l'on additionne le nombre de fois où les citoyens se déplacent, ils ne vont pas voter à chaque fois. C'est d'ailleurs relativement normal, on n'a pas forcément une opinion sur tous les sujets. Eh bien, ils font partie des citoyens qui votent le plus en Europe. Et par ailleurs, il y a le référendum révocatoire. Le référendum révocatoire, il existe par exemple en Californie. Que je sache, la Californie n'est pas en perdition, elle est plutôt bien gouvernée. Il y a eu révocation à certains moments. C'est difficile de faire une révocation. Je crois qu'il faut en finir avec les fantasmes. C'est transposable, ça, Benjamin Morel, ces exemples californiens, suisses, à la France ? Directement, non. Si vous voulez, la Suisse, c'est quand même très particulier. Vous avez les cantons qui ont énormément de pouvoir. Et par exemple, on a eu récemment un référendum en Suisse, parce que quand vous faites un référendum national en Suisse, c'est forcément pour modifier la Constitution. Je parle sous votre contrôle. Et donc, on a eu un référendum récent pour savoir s'il fallait inscrire des subventions aux agriculteurs qui ne coupaient pas leurs cornes des vaches dans la Constitution suisse. Donc, le cas suisse est très particulier. Mais après, le mécanisme suisse, lui, peut être adapté. On a des pays qui sont plus similaires aux nôtres, comme l'Italie. En Italie, vous avez une majorité qui mène une politique, vous avez des référendums d'initiative citoyenne qui n'ont pas lieu non plus tous les 4 matins, et pourtant, voilà, le pays fonctionne relativement bien, donc c'est transposable. Idem pour la Californie. Donc, encore une fois, il ne faut pas forcément avoir peur de ces mécanismes. Il y a la Suisse, il y a d'autres pays d'Europe qui l'utilisent, et donc à partir de là, très clairement, si vous voulez,
toutes les angoisses qu'on peut avoir vis-à-vis de ces mécanismes, on sait comment les mesurer, on sait comment construire des seuils qui permettent de ne pas avoir une votation tous les matins. On sait comment établir des limites pour pas que ça se traduise par des dépenses budgétaires gigantesques. Donc tout ça, on sait faire, il faut simplement la volonté politique. François Patria, ensuite je vous donnerai la parole. Yves Saint-Omer, il va falloir une révision constitutionnelle si on veut peut-être permettre au RIC d'exister en France. Est-ce que les parlementaires sont prêts à voter une réforme qui pourrait peut-être affaiblir leurs propres droits? Le problème n'est pas là. D'abord, je souhaite qu'il y ait une réforme telle que l'a prévu le chef de l'État, et je souhaite qu'elle vienne le plus rapidement possible. On me dit maintenant que ce sera plus en janvier, que ce sera possible en mars. Je souhaite qu'elle soit votée avant l'été. Je le souhaite. Faut-il ou pas inscrire ce RIC qui surgit au milieu des demandes contradictoires de gens d'extrême droite, d'extrême gauche, de toute façon n'ont pas voté Macron, d'autres qui n'ont pas voté du tout, qui demandent la démission de Macron aujourd'hui. On voit bien que c'est l'alliance de la carpe et du lapin pour essayer de créer une crise de régime. Est-ce que sur la base d'une crise de régime, on doit bouleverser l'ensemble? Moi, je pense que nous avons des institutions qui sont stables et que nous pouvons les modifier. Donc, je ne suis pas hostile a priori au RIC. Mais je souhaite que ce RIC soit installé non pas dans des conditions qui empêchent, mais qui soit bien encadré autour du type de questions qu'on puisse poser. Sur les cornes des vaches, très bien. Bon, voilà, poser, et puis de la modalité de la poser. Parce que si c'est pour êtes-vous préféré ou être riche et en bonne santé que pauvre et malade, je connais la réponse du référendum. Sophie Taillé-Polian. Je crois qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Je ne pense pas que les citoyens ils vont poser la question est-ce que vous êtes pour le bonheur ou contre la guerre? Enfin, je veux dire, les gens ils peuvent poser un certain nombre de questions tout à fait importantes qui nécessitent débat. Ça a été le cas notamment en Italie sur les problématiques nucléaires. Donc c'est des vrais sujets et à la fois qui impliquent une réflexion citoyenne. Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux citoyens. Je crois que c'est vraiment la différence entre nous là. Oui, Yves Saint-Omer, qu'est-ce que ça dit aussi, de ce changement finalement des demandes sociales à un passage à des demandes plus institutionnelles? Je crois qu'il n'y a pas changement, il y avait les deux depuis le départ. Et d'ailleurs, la demande d'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne est quelque chose qui est, depuis des années dans les sondages, en France et dans les autres pays européens, largement plébiscité par les citoyens. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Il y a un moment donné où il y a une catalysation sur la scène publique et vu la crise de régime qui avait lieu, alors ça peut peut-être aboutir. Après, je crois qu'il ne faut pas faire de caricature. Il peut y avoir évidemment des référendums d'initiative citoyenne qui vont se faire sur des questions peu importantes. Mais si on prend les amendements parlementaires ou les lois, il me semble que c'est la même chose. On ne va pas pointer ce qui peut être considéré comme ridicule ou secondaire pour décrédibiliser l'ensemble de la procédure. Alors il faut supprimer les amendements parlementaires. Donc voilà, je pense qu'il faut aborder les choses sérieusement. Sérieusement, on voit qu'un pays comme la Suisse est plutôt bien géré. Pour donner une anecdote, j'enseigne en Suisse régulièrement. Quand je demande à mes étudiants en France s'ils ont confiance dans les partis politiques et leur système politique, eh bien l'énorme majorité, que ce soit à Sciences Po Paris ou ailleurs, vont répondre non. Quand la première fois que j'ai posé la question à mes étudiants en Suisse, il y en a 95 sur 100 qui ont répondu oui. J'ai même cru qu'ils ne m'avaient pas compris. J'ai reposé la question. Et là, ils l'ont dit. Je crois qu'il faut prendre les choses sérieusement. Rien n'empêche de transposer ce qui existe aujourd'hui en Suisse avec des modalités un petit peu différentes. Par exemple, un contrôle constitutionnel avant le passage à votation. Rien ne l'empêche. Il n'y a pas de raison majeure qui, techniquement, rendrait cela impossible ou qui, culturellement, rendrait cela impossible. Benjamin Morel. Oui, la seule petite difficulté technique, c'est la mise en forme du texte, si vous voulez. Vous avez une initiative citoyenne, ensuite il faut que le texte soit mis en forme pour qu'il puisse rentrer effectivement dans l'ordre juridique, mais là on peut donner aux citoyens un accès à des ressources juridiques. Donc tout ça, si vous voulez, ça ne pose pas de problème fondamental. Le problème fondamental qui est politique, c'est les limites. Admettons qu'on mette cette disposition dans le projet de loi constitutionnel à venir. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, oui, mais le RIC, il ne faut pas que ça coûte plus cher. Donc, on réduit et il faut que ça se fasse à budget égal. Vous allez en avoir d'autres qui vont vous dire, il ne faut pas que ça touche à tel ou tel domaine. Donc, il y a un risque de rétrécissement, de recroquevillement du référendum qui peut être pour certains légitime, pour d'autres pas. Pour toutes ces raisons, ça va être compliqué d'avoir un vote conforme sur une telle question, à mon sens, entre l'Assemblée et le Sénat. La deuxième difficulté politique sur ce projet de loi, c'est comment est-ce que vous faites passer le RIC par le Congrès ? C'est-à-dire que ce serait quand même assez paradoxal de demander aux parlementaires et aux 3/5 des parlementaires de voter pour mettre en place le référendum. Ça impliquerait symboliquement
qu'on convoque un référendum sur ce projet de loi constitutionnel qui est quand même très fourre-tout, avec des choses très discutables sur les collectivités, sur le Parlement. Et il est possible que le peuple ne se prononce pas que sur cette question du RIC. Pour toutes ces raisons, eh bien, ça va quand même être compliqué parce que, encore une fois, juridiquement, pour le mettre en place, il y a besoin d'une révision constitutionnelle. Bien, merci à vous Benjamin Morel, merci Sophie Taillé-Polian, merci François Patria, merci à vous Yves Saint-Omer. Et on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron recevra d'ailleurs les ministres concernés et les présidents des deux assemblées demain sur ce sujet de la mise en place du RIC. Nous sommes à présent à 100 jours du Brexit et c'est l'impasse au Royaume-Uni. Après une folle semaine, Theresa May apparaît plus fragilisée que jamais, d'autant que l'hypothèse d'un nouveau référendum progresse, portée entre autres par l'ancien Premier ministre Tony Blair. Adrien Develay. La semaine de négociations sur le Brexit que vient de vivre Theresa May a fini de la fragiliser. Et jamais l'impasse n'a été aussi proche. Mardi, les parlementaires britanniques doivent voter l'accord conclu avec l'Union européenne, un vote perdu d'avance pour la Première ministre qu'elle décide de reporter. Mercredi, c'est un coup de poignard dans le dos qu'elle reçoit. Le Parti conservateur, sa propre famille politique, organise un vote de défiance à son encontre. Theresa May s'en sort de justesse. Jeudi, la Première ministre se rend à Bruxelles pour tenter de négocier certains points de l'accord. À la tribune, elle semble confiante. Il y a encore du travail et nous poursuivrons les discussions dans les prochains jours pour obtenir les garanties dont le Parlement britannique a besoin avant d'approuver l'accord. En coulisses, les 27 autres États lui signifient que le temps des pourparlers est terminé et qu'il est temps pour le Royaume-Uni de prendre une décision. Vendredi, l'ancien Premier ministre Tony Blair prend la parole et appelle publiquement à un nouveau référendum. Nous connaissons les options pour le Brexit. Le Parlement devra se prononcer sur l'une d'elles. Si le Parlement ne peut se prononcer sur aucune d'entre elles, il devrait alors décider de retourner auprès de la population. Inimaginable il y a quelques mois, l'idée d'un nouveau vote se fait de plus en plus sérieuse depuis plusieurs semaines. Pour Theresa May, hors de question d'organiser un nouveau scrutin. Elle propose aux parlementaires de se prononcer en plusieurs fois sur certains points de l'accord. Mais au fil des négociations, Theresa May est de plus en plus vulnérable, à 3 mois de la sortie effective du bloc européen. Et au Sénat, un débat sur le bilan du sommet européen de jeudi et de vendredi était organisé cet après-midi. Pour en parler, on va retrouver Alexandre Poussard qui a suivi pour nous cette séance. Oui, Delphine, et les sénateurs sont très pessimistes sur l'issue de ces négociations autour du Brexit. Et pourtant, il y avait eu un accord entre les négociateurs britanniques et européens. Selon cet accord, sans traité commercial entre les deux camps avant 2021, le Royaume-Uni resterait dans l'union douanière européenne. Cela permet de ne pas rétablir une frontière irlandaise. Mais cet accord plonge le Royaume-Uni dans une impasse politique. Et ça a été dit dans le sujet d'Adrien Develay. Et c'est pourquoi, ici au Sénat, on estime qu'un Brexit sec, un Brexit sans accord est très probable. Écoutez Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères. Aujourd'hui, tout est possible, y compris un nouveau référendum, des élections générales en Grande-Bretagne, un report de l'échéance du 29 mars, une absence de sortie de l'Union européenne. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 50 a en effet confirmé la possibilité de révocation unilatérale par le Royaume-Uni, possibilité qui reste quand même très théorique. Un divorce non ordonné et sans phase de transition reviendrait à effacer d'un trait, en une nuit, 45 ans d'acquis européens et entraînerait une forte instabilité économique, non seulement pour la Grande-Bretagne, mais pour l'Europe tout entière. Et un Brexit sans accord aurait de lourdes conséquences économiques et cela inquiète beaucoup les sénateurs car cela signifierait le retour des barrières douanières des deux côtés avec de lourds travaux de réaménagement notamment au niveau des ports. Et pour vous donner un exemple, le coût du Brexit pour le port de Dunkerque s'élèverait à 25 millions d'euros. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions et on continue sur ce thème avec vous Tam Tranui avec le sénateur LR Ladislas Poniatowski. Ladislas Poniatowski, que pensez-vous de cette hypothèse d'un deuxième référendum, longtemps jugé impossible? Elle trouve aujourd'hui des défenseurs et pas des moindres, notamment Tony Blair. Depuis le début, bon, c'est à nouveau actualisé par la déclaration de Tony Blair, mais depuis le début, Theresa May se bat sur sa droite, ceux qui veulent un Brexit dur, qui ne marche pas, et ceux qui aimeraient qu'on reparte devant les urnes et un référendum. Les anti-Brexit. Et donc, elle manœuvre entre deux plus ou moins bien.
mais je pense que ce sera très dur pour elle. Oui, justement, la première ministre britannique qui n'a guère convaincu lors du dernier Conseil européen. Qu'est-ce que vous avez pensé de son attitude ces derniers jours? Elle est bonne manœuvrière, mais je pense qu'elle va échouer. On attend tous, je pense que c'est le 23 janvier, le fait qu'elle va ou non aller devant le Parlement, mais si elle va devant le Parlement, elle sera battue. Or, elle est dans une situation difficile. Elle a signé un accord avec les 27, qui est la proposition qu'on a faite pour une solution qui n'est pas si mauvaise que ça. Je ne vois pas comment elle peut obtenir la majorité devant son Parlement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se trouver dans une situation d'un Brexit dur. Oui, pour vous, finalement, eh bien, c'est plutôt le no deal qui se profile, le deuxième référendum dont on parle, finalement, eh bien, il vous paraît encore bien lointain. C'est la politique intérieure, j'y crois pas beaucoup. Je crains que nous allions devant le no deal. Ce qui fait que, d'ailleurs, en face, on a pris la bonne solution. La solution des ordonnances, que n'aiment pas les parlementaires. Les ordonnances, ça vous donne un petit peu tout pouvoir, blanc-seing au gouvernement. Oui, je rappelle que vous étiez rapporteur du projet de loi Brexit. J'étais rapporteur de ce texte. On l'a quand même voté. Les députés l'ont voté, et nous, les sénateurs, on l'a voté, et ça vous a peut-être pas échappé. Le Sénat l'a voté, je dirais, à l'unanimité. Même le groupe communiste, qui est le seul groupe qui n'a pas voté pour, s'est abstenu. Autrement dit, nous sommes tous conscients que face à un Brexit dur, il faut prendre des mesures en urgence dans les 3 domaines. Pour les Anglais qui habitent ou qui travaillent en France, pour les Français, qui sont beaucoup plus nombreux encore, qui habitent ou qui travaillent en Angleterre, et surtout, tous les travaux qu'on va devoir faire dans nos ports pour organiser le trafic, pas passager, surtout commercial, des marchandises entre l'Angleterre et la France. Ça va être très compliqué. On veut éviter d'avoir des attentes pour les camions de 15, 17, 20 heures sur le bord de la Manche. Donc il va falloir faire des travaux et c'est ce que nous avons décidé de permettre au gouvernement de faire des travaux d'urgence ou en tous les cas dégager les finances nécessaires. Comment en est-on pour vous arrivé à cette situation? Ce no deal, eh bien, c'était le pire que l'on pouvait imaginer. Il y a quelques mois encore, c'était très difficile d'imaginer qu'on en arriverait là. Je ne veux pas retourner sur le débat de départ du Brexit. Le Brexit, c'est le choix des Anglais. Ils l'ont fait. Je le regrette, mais ils ont fait ce choix. Je le respecte. Donc il y avait 2 mesures à prendre. Et dès le début, tout le monde, les pro-Brexit, les anti-Brexit, tout le monde était conscient que ça allait poser des difficultés, mais concrètes, matérielles et concrètes. Et on est en plein dedans. Pour ne pas dire on est en plein dans les problèmes. Ladislas Poniatowski, il y a aussi une autre option dont on commence à parler. Le Royaume-Uni pourrait aussi décider seul de renoncer à quitter l'Union européenne. C'est ce qu'estime la Cour de justice européenne. Est-ce que ça vous semble une hypothèse plausible ou une chimère ? Non, ce qui se profile, c'est peut-être que le Royaume-Uni resterait dans l'union commerciale. Ce que les pro-Brexit ne veulent absolument pas. Resterait dans l'union commerciale, mais quitterait les instances européennes. Ce qui n'est pas un très bon choix pour eux. Ça veut dire qu'ils ne décideraient de rien, ils ne voteraient sur rien, ils seraient simplement contraints de, entre guillemets, payer l'addition qu'ils devront payer pour rester en relation commerciale avec les 27 autres pays de l'Union européenne. Ce n'est pas agréable pour eux. Bien, merci beaucoup Ladislas Poniatowski d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à vous, Tam. Et on va continuer justement sur ce Brexit, je le disais, à 100 jours. C'est l'impasse au Royaume-Uni. Débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Sonier-Cassia. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur agrégé de droit public, spécialiste en droit de l'Union européenne. Bienvenue à vous. Également sur ce plateau, Alex Taylor. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste européen. André Gattolin est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Et face à vous, Jean Bizet. Bonsoir. Vous êtes le président de cette commission des affaires européennes, sénateur LR de la Manche. On a eu ce débat au Sénat sur les conséquences, le bilan de ce sommet européen. Jean Bizet, on le voit, c'est une impasse à 100 jours de ce Brexit. Bien, disons que les Britanniques finissent par s'apercevoir que ce qu'ils ont déclenché au travers du référendum de juin 2016 est insoluble. Insoluble parce qu'ils n'avaient sans doute pas imaginé que la question se concentrerait autour de la frontière entre l'Ulster et puis la République d'Irlande. Ils n'avaient sans doute sous-estimé l'unité des 27. Ils avaient sans doute sous-estimé aussi le fait que nous avons pleinement conscience d'avoir, au fil des années, avec nos amis britanniques d'ailleurs, créé le premier marché économique mondial. Et ça se protège. Eh bien aujourd'hui, il faut avouer que
les Britanniques tournent autour du sujet. Les 4 libertés, elles sont indissociables. Il faudra peut-être avouer, revenir vers les électeurs, ou bien, si ce n'est pas possible, expérimenter un no deal, mais ça va être un suicide collectif. On va y venir sur cette idée qui progresse de second référendum. André Gattolin, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est à la faute uniquement à Theresa May? Non, Theresa May hérite d'une situation et d'un engagement qui avait été pris par David Cameron quand il était Premier ministre pour calmer la furie des gens de UKIP et des Brexiters, y compris au sein de son camp. Elle hérite de cela. Pour autant, on a quelques vidéos qui circulent actuellement où il y a quelques mois encore, elle défendait le Remain dans son camp. Donc on est dans une situation inversée. On a tendance à dire généralement que les Britanniques font preuve de pragmatisme. Là, on a complètement le contraire, on a un dogmatisme. Pour mémoire, je rappelle que quand le Royaume-Uni est entré après référendum en 73, au 1er janvier 74, dans l'Union européenne, le pays était au 6e rang mondial. Au moment où il le quitte, il est 5e rang. Il a dépassé la France. Donc toutes les raisons de quitter. Avant de décider le référendum de Brexit, en 2015, le taux de croissance était de 3,1% au Royaume-Uni, le plus élevé de tous les grands pays d'Europe. Cette année, il sera à 1%, et c'est même pas sûr, le plus bas de tous les grands pays d'Europe. Donc les Britanniques, dans leur logique et leur intelligence qui n'est plus approuvée, font le contraire de ce qu'ils devraient faire. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ils en vivent le paradoxe, pas seulement par rapport à l'Union européenne, mais par rapport à eux-mêmes. Très juste. Alex Taylor, elle n'a pas su expliquer ce qu'impliquait ce retour à la souveraineté, Theresa May. Je pense que vous l'avez dit, mais on oublie à quel point le problème actuel que traverse Theresa May, c'est dans la tête de Theresa May. Je veux dire, comme vous l'avez dit, elle avait fait campagne pour rester. Elle avait expliqué à la télévision, moi j'ai regardé, il y a des photos où elle est avec des pancartes où c'est marqué « I'm for in ». Il faut rester. Et puis 3 mois après, pas du tout par conviction. On la compare souvent à Mrs. Thatcher, qu'on aime ou pas sa politique. Moi, j'ai vécu. C'est au moins une femme qui avait des convictions en politique. Elle est rentrée en politique pour mettre en œuvre ce qu'elle croyait. C'est le total contraire de Theresa May. Elle plaide pour une cause, puis tout d'un coup, personne ne lui a demandé de devenir première ministre. Il y avait une vacance, il n'y avait même pas d'autres candidats. Ils sont tous désistés. Donc, il est devenu Premier ministre pour défendre une cause contre laquelle elle venait de se battre. Donc, le problème est dans la tête de Theresa May. Elle a fait plusieurs erreurs, et si elle en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après avoir dit « il n'est pas question qu'il y ait des législatives anticipées l'année dernière », tout d'un coup, après un week-end de randonnée avec son mari, elle change d'avis, décide qu'il y aurait des élections anticipées, et elle perd sa majorité. Si elle n'avait pas organiser ces élections, elle aurait toujours sa majorité de 30, et puis on n'en serait pas là. Aujourd'hui, je regardais dans le taxi avant de venir, elle est en train de débattre maintenant avec de plus en plus de députés qui lui demandent « mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment sortir de là ?» Alors, Emmanuel Sonikassia, c'est vrai que Jean Bizet le disait, il y a cette idée d'un second référendum qui ressurgit. Ça a d'ailleurs été défendu par Tony Blair, mais est-ce que c'est possible d'un point de vue du droit ? Alors juridiquement, oui, c'est possible. Il y avait un certain nombre de juristes à le défendre jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ne l'affirme juridictionnellement. Alors on peut considérer que cette réponse n'était pas forcément obligatoire pour permettre, le cas échéant, un maintien dans l'Union européenne, mais il était quand même préférable qu'une juridiction puisse dire quelles étaient les lacunes d'abord de l'article 50 et comment on pouvait lire le vide juridique qui existait dans l'article 50 s'agissant d'une hypothèse absolument improbable. D'ailleurs, déjà, la sortie était conçue comme une hypothèse improbable. L'article 50 avait été créé d'une manière, d'un garde-fou, mais qui n'était pas théoriquement envisageable, disait-on, par un Britannique par ailleurs, qui s'en est expliqué à plusieurs reprises. Et donc, l'hypothèse d'une révocation, d'une intention de se retirer n'avait pas du tout été envisagée. Donc, la Cour de justice a été saisie par plusieurs parlementaires à travers une juridiction écossaise qui lui a posé une question pour savoir ce qui pouvait être dit. Alors, elle s'est référée au droit international général, qui n'est pas complètement applicable en l'espèce, pour finalement dire que l'État membre a un droit de révocation unilatéral, sans fixer de conditions. C'est-à-dire que la Cour de justice n'exige pas
et c'était la demande pourtant du Conseil et de la Commission, que le Conseil européen donne son aval. Elle ne l'exige pas, elle n'exige pas d'autres véritables conditions à part que les règles constitutionnelles du Royaume-Uni, ici en l'espèce des règles constitutionnelles de manière générale, puisque cette interprétation a une vocation générale, doivent être respectées en parallélisme des formes avec le déclenchement de l'article 50 tel que le prévoit le premier paragraphe de l'article 50. Jean Bizet, est-ce que la France est prête à soutenir cette perspective d'un second référendum ? Je pense que oui. De toute façon, cette décision de la Cour de justice est une vraie politique de la main tendue. Il serait souhaitable que nos amis britanniques la saisissent. Mais vous me permettrez, dans la conjoncture actuelle, de dire combien il est difficile de mettre en pratique une décision, à travers un référendum, une décision populiste. Parce que le résultat était bien une décision populiste, parce qu'elle a été basée sur une campagne où les mensonges étaient considérables. Même ceux de M. Boris Johnson, même ceux de David Cameron, on ne peut pas pendant des années critiquer l'Union européenne, ensuite dire vaut mieux malgré tout qu'on y reste, et demander, je dirais, au peuple de trancher. On voit la difficulté dans une des plus vieilles et belles démocraties d'Europe. Ceci étant, je crois très sincèrement, et c'est là l'objectif du travail qu'avec André Gottelin nous conduisons avec quelques autres collègues à la demande du président du Sénat, au-delà de la problématique Brexit, il va falloir réenchanter l'Europe. Je souhaiterais que ce soit avec nos amis britanniques. Et le vote qu'ils ont émis, c'est une forme également de crispation par rapport à sans doute des imperfections de l'Union européenne. Donc, réenchanter l'Europe, au travers du paquet Tusk, il y a un certain nombre de points sur lesquels il faudra que l'on fasse évoluer l'Europe. Mais à chaque jour suffit sa peine. Ouais. André Gottelin, je voudrais qu'on réécoute la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui était en séance il y a un instant. Elle est revenue justement sur cette perspective aussi de no deal et les conséquences pour l'économie française. Écoutez. Je voudrais ajouter que ces derniers développements, tout comme les incertitudes sur la suite de la procédure britannique, renforcent encore notre détermination à accélérer notre travail de préparation des mesures de contingence à prendre en cas d'absence d'accord, au niveau européen comme au niveau national. C'est ce que demande le Conseil européen et j'espère que la commission mixte paritaire qui se réunit demain sur le projet de loi d'habilitation que j'ai eu l'honneur de présenter devant les deux chambres sera conclusive. Nous pourrons ainsi, dès janvier, commencer à adopter les ordonnances nécessaires pour atténuer les effets d'un Brexit sans accord sur notre économie, comme sur la situation de nos ressortissants qui reviendraient du Royaume-Uni et des ressortissants britanniques en France, et mener à bien les contrôles nécessaires à nos frontières sans porter atteinte à la fluidité du trafic transmanche. André Gottelin, ce no deal, c'est un moindre mal malgré tout? Ah non, moi je pense que ça va avoir un coût pour l'économie britannique extrêmement élevé, mais ça en aura un aussi pour l'économie européenne et pour l'économie française. Un certain nombre d'études ont été faites montrant que le coût pourrait être de 20 à 40 milliards pour les entreprises européennes et notamment les entreprises françaises. Donc c'est un deal, c'est un no deal annuel. C'est un no deal perdant-perdant. Il sera beaucoup plus coûteux pour les Britanniques. Donc on aurait tout intérêt. On le voit dans des domaines et j'ai eu la chance d'être co-rapporteur pour la Commission des Affaires européennes du prochain projet de cadre pluriannuel financier sur la recherche et l'innovation. Se priver de l'intelligence, de la qualité de la recherche et aussi de la technologie britannique aujourd'hui en Europe est vraiment un problème. D'ailleurs, on envisage d'ouvrir quand même des coopérations, quelle que soit l'issue du Brexit, à des pays tiers, précisément. Vous prenez une société comme Atos, qui est un des plus beaux fleurons de l'informatique en France, avec ses supercalculateurs, sur 120 ou 130 000 collaborateurs, il y en a plus de 16 000 qui sont au Royaume-Uni. Et je veux vous dire, ce ne sont pas les moins stratégiques dans le développement de cette entreprise. Donc oui, nous avons besoin des Britanniques. Il va falloir, quoi qu'il en soit, recréer un contrat
contrat européen, un contrat de fraternité entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne. Alors c'est vrai que c'est Michel Barnier, le négociateur européen pour le Brexit, qui parle d'un accord, il reprend cette expression lose-lose, un accord perdant-perdant. Tout le monde y perd dans cette histoire du Brexit. Quelque chose que j'aimerais dire, parce que j'aimerais remercier Nathalie Loiseau, qui dit quelque chose que les responsables britanniques, surtout les ministres du Brexit, plusieurs ministres, parce qu'ils ont tous démissionné, elle rappelle que ce n'est pas seulement une question de marchandises, de vols qui vont peut-être être suspendus, mais ce no deal Brexit affecte plus que jamais 5 millions de personnes, c'est-à-dire les 3,5 millions d'Européens qui vivent en Grande-Bretagne, ainsi que les 1 million plus, parce qu'on ne nous compte pas en France, on ne sait pas exactement combien de Britanniques. Enfin, moi, je suis ravi d'être devenu français, parce que je suis maintenant, je regarde ça un peu avec effroi, mais j'ai des amis britanniques. Dans 3 mois, pourquoi moi j'ai pu faire une carrière en France depuis 30 ans, c'est parce que j'avais la libre circulation des personnes, j'avais exactement les mêmes droits que vous. Ces personnes-là, tout d'un coup, perdent ce statut. Donc, quid de leur droit de résistance, de leur droit de travail, de leur droit à la santé, de leur droit de retraite? Personne ne sait. Dans 3 mois, il y a des gens qui ne savent pas s'ils perdent tout ça dans les deux sens. Et personne, c'est ça le véritable scandale, personne dans les médias britanniques ne parle de ça. Et il n'y a qu'en France où on s'inquiète du sort et qui est vraiment pénible juste, pour les gens. Si vous me permettez, une petite précision. Dans le cadre du référendum sur le Brexit, il y a pratiquement 1,5 million à 2 millions de Britanniques résidant dans le reste de l'Europe, notamment en Espagne, mais aussi en France, qui résidaient depuis plus de 15 ans hors du Royaume-Uni, qui ont été interdits de participer. Qui vous le dites, moi le premier. C'est proprement... Les personnes les plus concernées n'ont pas pu s'exprimer. Alors qu'elles sont encore européens, voilà. Et je n'avais même pas le droit. Alors, quand elle dit que c'était la volonté du peuple britannique, je veux bien. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a 11 députés pour les Français qui vivent à l'étranger, qui ont le vote à vie. Les Britanniques comme moi, qui ont le malheur de vivre depuis plus de 15 ans, je veux bien éventuellement, parce que l'argumentation, c'est toujours vous ne vivez pas en Grande-Bretagne, ça ne vous concerne pas les élections. Mais quand on m'enlève tous mes droits de résidence, de travail, et on ne me donne même pas le vote, vous parlez d'un vote démocratique, c'est vraiment... La précision qui vient d'être faite est très importante parce qu'effectivement, de ne pas résider au Royaume-Uni n'est pas un argument s'agissant du référendum sur le Brexit. Parce que la règle qui exclut en réalité les expatriés depuis plus de 15 ans est une règle générale au Royaume-Uni qui est prévue dans une loi qui était applicable également pour d'autres types de scrutins, pas simplement pour le référendum. Et que Cameron avait même promis en 2010 d'abolir, il nous avait promis de nous redonner le vote. Mais sur lequel le Parlement britannique n'a pas du tout tiqué en 2015, lorsque le référendum a été organisé par une loi qui date déjà de 2015, bien avant le référendum lui-même. Donc c'est très important de faire la différence s'agissant du corps électoral, parce que le 1 300 000 votes de différence entre le Leave et le Remain, ce sont les expatriés. Donc c'est considérablement important. Et si jamais il y avait un second référendum, évidemment le corps électoral ne va pas pouvoir être modifié, sinon le peuple britannique, enfin en tout cas une partie, va accuser de manipulation électorale les responsables politiques. Il y a déjà une chose, c'est que les vieux, parce que principalement les vieux ont voté pour le Brexit, enfin je caricature beaucoup, mais les jeunes ont voté pour rester ceux qui sont donné le mal de voter. Mais maintenant, ne serait-ce que démographiquement, depuis 2 ans et demi, on a fait le calcul que les jeunes qui ont remplacé les vieux qui sont morts, déjà démocratiquement, si personne ne change d'avis, le Remain l'emporterait de très peu, mais il y a déjà un mouvement démocratique et je pense que beaucoup de jeunes ne s'en sont pas rendus compte, parce que sur mon compte Twitter, je reçois des tweets assez catastrophés de jeunes qui disent « mais je ne pourrai plus venir donc étudier, vivre ». Je dis « mais non, malheureusement ». Et ils ne se sont pas donné la peine de voter parce qu'ils pensaient que c'était un droit pour tout le monde. Eh ben non. Jean Bizet, est-ce que, vous parliez d'une main tendue, est-ce que l'Europe est prête à encore faire des concessions? On a vu ce refus poli finalement et peut-être un peu gêné des 27 encore vendredi aux demandes de renégociation de Theresa May. On a vu cette petite passe d'armes avec Jean-Claude Juncker quand il emploie le mot de nébuleuse. On sent qu'il y a beaucoup de tension et pourtant on lui a bien signifié à Theresa May que les négociations étaient terminées lors du dernier sommet. C'est extrêmement clair. Et Jean-Claude Juncker et Michel Barnier l'ont dit, il n'y a aucune renégociation possible par rapport à l'accord du 25 novembre. Il y a des explications, c'est tout. Voilà.
Mais d'un autre côté, ce n'est pas de temps ou de négociations supplémentaires dont ont besoin la Grande-Bretagne. C'est tout simplement de regarder la réalité en face. Moi, je l'ai dit en séance tout à l'heure, l'Union européenne était en coulisses en 98 lors, si je puis dire, de l'accord du Vendredi Saint. Plus qu'en coulisses. Voilà, toujours un peu d'humilité en la matière. Elle n'était pas partie prenante dans la signature, mais l'Europe a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, a fait beaucoup pour, si je puis dire, mettre un terme à la guerre civile qu'il y avait au sein même de l'Union européenne. Et donc je suis extrêmement surpris devant l'impréparation totale et à tout niveau de nos amis britanniques, parce que lorsque nous sommes allés à quelques-uns à Belfast voir, je dirais, nos homologues, eh bien, il a été très clair que la Grande-Bretagne dit « c'est à vous de remettre en place les infrastructures pour contrôler les flux, si je puis dire, de marchandises ». Ce n'est pas nous qui avons, je dirais, déclenché l'article 50. Alors, tout est comme ça. Encore une fois, chacun a la classe politique qu'il peut. Je suis vraiment atterré de voir, en toute amitié, le niveau de réflexion de la classe britannique aujourd'hui. On ne nous avait pas habitués à cela. La Grande-Bretagne avait été autrefois, dans du Commonwealth, un exemple. Et aujourd'hui, si je puis dire, c'est absolument désolant, au moment où, je dirais, le monde n'a jamais été aussi incertain. Au moment où on doit être unis dans les accords de libre-échange, et même au-delà. Parce que premier marché économique mondial, c'est bien, mais les valeurs de l'Union européenne, elles n'ont jamais été aussi pertinentes quand on voit, si je puis dire, en contrepartie, celle de M. Trump ou celle de M. Poutine. C'est dommage que nos amis britanniques choisissent ce moment pour faire cavalier seul. Mais encore une fois, la main leur est tendue. Et je peux même aller au-delà. Enfin, j'ai aucune compétence en la matière, si ce n'est de faire passer des messages au travers des résolutions. Mais l'Union européenne devra faire mouvement, si je puis dire, quelle que soit l'issue du Brexit. Elle pourrait être amenée, Theresa May, à démissionner. Elle a échappé de peu à un vote de défiance en interne au sein du Parti conservateur cette semaine. André Gattolin. Ah bah écoutez, on est quelques jours, le vote de défiance auquel elle a échappé est une victoire à la Pyrrhus. On est quelques jours après la Saint-Nicolas, elle a reçu un fouet. Donc maintenant, elle projette le vote après Noël, en espérant peut-être entre-temps avoir l'or, la myrrhe et l'encens. Mais la réalité, c'est que dans ce vote de défiance sur 317 députés conservateurs, il y en a 117 qui lui ont fait défection, alors qu'il y a que 80 Brexiters au sein de son parti. Je crois aussi qu'elle joue un poker menteur actuellement quand elle dit « je vais renégocier ». Sur quoi veut-elle renégocier? Concrètement, elle dit « je veux avoir des garanties que le backstop, donc le système mis en place provisoirement sur les frontières, le filet de sécurité, soit temporaire ». Il a toujours été dit dans le texte qu'il était temporaire. Donc si elle veut un nouveau papier signé avec un sceau de la Commission ou des négociateurs en chef lui disant « Madame Theresa May, excusez-nous, nous accordons notre pardon et ce filet est temporaire », il l'est déjà. Donc elle joue quand même, elle est dans la politique politicienne interne, elle n'est absolument pas à la hauteur des enjeux auxquels son pays et l'Europe est confrontée. Emmanuel Sonicassia, on évoquait ce second référendum, ça ne serait pas une nouvelle fuite en avant finalement? Dans une certaine mesure, oui, parce qu'un second référendum ne peut pas tout régler, malheureusement. On a eu plusieurs expériences de second référendum dans d'autres États de l'Union européenne, mais s'agissant de la ratification de traités et des référendums négatifs suivis de référendums positifs permettant la ratification de traités, avec d'ailleurs toujours des différences assez colossales qui doivent donner une certaine humilité d'ailleurs quant au résultat d'un référendum qui par ailleurs, je le rappelle aussi, je crois qu'on ne le souligne pas assez, qui au Royaume-Uni n'est pas un instrument courant. Non. Le premier exemple qu'il y a eu, c'était en 1975 déjà, avec un premier référendum sur l'appartenance aux communautés européennes, 2 ans après y être entré. Le deuxième date de 2011. Et ce deuxième avait d'ailleurs donné un caractère contraignant explicite au référendum, ce qui n'a pas été le cas de celui de 2016. Ce n'est pas un outil tout à fait courant au Royaume-Uni et qui vient même à l'encontre de principes fondamentaux
du droit britannique et notamment le principe de souveraineté parlementaire. Donc un second référendum, malheureusement, ne réglerait pas tout. Parce qu'imaginons que le second référendum, d'ailleurs que ça soit pour le Leave ou pour le Remain, soit à 50,5%, que va-t-on faire? Va-t-on considérer que ce second-là va être plus parlant que le premier? Il y a des limites extrêmes en fait à l'utilisation de cet outil que je ne sais pas si vous connaissez ce bon mot de Clement Attlee qui disait que le référendum c'était un outil pour les dictateurs et les démagogues. Oui, et ça fait écho à un débat que l'on a en France en ce moment. Alex Taylor, à la fois sur la situation personnelle de Theresa May et sur peut-être, je l'évoquais, cette fuite en avant, ça ne résoudrait rien ou en tous les cas pas tous les problèmes si on devait être amené à revoter au Royaume-Uni. Je pense malheureusement, parce que je connais bien, parce que c'est mon pays d'origine, même si je suis maintenant français, en fait, on ne sent pas assez en France à quel point c'est une crise d'identité purement britannique. À la limite, l'Europe n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est une crise d'un pays qui était un très grand pays et qui ne sait plus du tout où donner de la tête, parce qu'il se rend compte quelque part qu'il n'est plus aussi grand qu'il ne l'était, mais il ne sait plus quelle est son identité, son rôle aujourd'hui. Je suis frappé de le voir. Moi, un deuxième référendum, je crois que ça a seulement valeur, malheureusement, et encore une fois je peux le dire parce que je suis maintenant plus dedans, il faudrait qu'il sorte. Il faudrait qu'il sorte, il faudrait qu'il voit. Parce que moi, je me rappelle des années 70, c'est quand j'ai quitté mon pays. C'était l'homme malade de l'Europe. C'était terrible, des grèves partout. Enfin, c'était un pays où il ne faisait pas bon vivre. C'est pour ça que je suis venu en France. Et il faudrait qu'il retraverse une période comme ça. Et là, un référendum peut donner ce que le premier référendum en 1975 a donné, c'est-à-dire 67% pour rester dans l'Union européenne. Et là, il se serait finalement décidé. Parce que si on fait un référendum là dans les 2-3 mois qui suivent, les gens vont tout simplement renforcer avec un peu de mouvement démographique. Donc peut-être le Remain va l'emporter. Oui, parce que dans les derniers sondages, là, si on devait revoter maintenant, les Britanniques choisiraient de rester. Ah oui, non, mais parce qu'ils ont vu ce que ça risque de donner. Mais pas avec une marge assez forte pour être décisif. Mais je crois que s'ils sortent pendant 2-3 ans, ils voient ce que c'est que de sortir, d'être un petit pays, face à ce grand marché qu'ils ont aidé, comme vous avez dit, à créer. Là, à mon avis, ils peuvent dire de façon décisive, dans 5 ans, on a fait une erreur, maintenant on décide qu'on est européen encore pendant 50 ans. Mais ce que vient de dire notre ami journaliste est extrêmement important. Quand la Grande-Bretagne était malade, souvenez-vous, Mme Thatcher a ouvert les frontières et les bras pour accueillir un certain nombre de ressortissants européens, à savoir d'Europe de l'Est, essentiellement des Polonais, hein, et des gens des pays baltes. Et c'est vrai que culturellement, ça a changé un petit peu, je dirais, la façon de vivre de nos amis britanniques. Mais ceci a participé au développement de l'économie britannique et en a fait un acteur économique majeur. Mais si je relie cela, si je puis dire, à la crise ou à la révolte sociale que nous venons de vivre depuis quelques semaines ici en France, nous avons également un problème de choc culturel. Il n'y a pas qu'un problème de pouvoir d'achat. Et il est très clair que nos concitoyens, qu'ils soient anglais, français, voient partir le 19e siècle et ils ne sont pas prêts à accepter le 21e. Ils ne sont pas prêts encore à accepter, à faire le saut technologique et culturel pour rentrer dans l'économie 4.0. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et c'est cette angoisse qui s'exprime en Angleterre avec le vote de juin 2016, en France, comme vous savez. Et donc, là encore, c'est la raison pour laquelle, je le dis très clairement, quelle que soit l'évolution du Brexit, nous avons un rôle extrêmement difficile, mais important à jouer. Un rôle important pour les parlementaires. Merci à vous, Jean Bizet. Merci, André Cattelin. Merci, Alex Taylor. Merci à vous, Emmanuel Cassia, d'être venu sur ce plateau. Et justement, on va retourner en sciences puisqu'on parle beaucoup de ces mouvements des Gilets jaunes et aussi des déficits et dérapages budgétaires. On voit tout ça avec Alexandre Poussard qui nous attend toujours en tribune de presse. C'est à vous. Et oui Delphine, les sénateurs ont débattu de ce sommet européen de la semaine dernière. Ils ont parlé évidemment Brexit, vous en parliez dans ce débat. Ils ont parlé budget de la zone euro et également règles budgétaires européennes. Et certains sénateurs ont évoqué la crise des gilets jaunes, puisque toutes ces mesures concédées par le gouvernement pour calmer la crise et favoriser le pouvoir d'achat vont coûter 10 milliards d'euros et donc creuser le déficit de la France au-delà de la limite des 3% de la richesse nationale, une limite imposée par Bruxelles. Et la gauche du Sénat en a profité pour remettre en question
cette règle budgétaire qu'elle juge nocive pour le pouvoir d'achat. Et il y a eu un échange assez tendu entre le sénateur communiste Pierre Laurent et la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau. On écoute cet échange. Les choix budgétaires de notre gouvernement sont aujourd'hui lourdement mis en cause par les Gilets jaunes et de très nombreuses mobilisations sociales. Et pour y répondre de manière pourtant notoirement insuffisante, le gouvernement vient de sortir des clous des 3% de déficit. Si le déficit et la dette faisaient de la croissance et de l'emploi en Europe, l'Italie et la France seraient les championnes d'Europe. La croissance, le plein emploi, aujourd'hui, vous les trouvez dans les pays européens qui ont le plus petit déficit. Et notez que la Commission européenne a fait preuve de souplesse finalement en déclarant la semaine dernière qu'un déficit de la France entre 3 et 3,5% serait acceptable pendant 1 an, mais pas plus. Sinon, la France entrera bien dans une procédure de déficit excessif. Merci à vous Alexandre. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, direction le département du Nord, terre d'élection d'Éric Bocquet. Le sénateur communiste tire la sonnette d'alarme sur le financement des associations, notamment au niveau local. Elles ont pourtant, vous allez le voir, un rôle essentiel, notamment dans la lutte contre l'illettrisme. C'est un reportage de Samia Dechir. Dans la ville d'Aulnoy-Aymeries, Michel Maric sait se repérer. Mais dans les lieux inconnus, difficile de s'orienter sans savoir lire les panneaux. À 14 ans, il a quitté l'école pour travailler sans savoir lire, écrire ni compter. Pendant des années, il confiait son portefeuille aux commerçants au moment de payer ses courses. J'avais honte. Moi, c'est la peur et la honte. J'avais dire à les gens, je ne sais pas ce que vous pouvez m'aider pour regarder par un prix, tout ça. J'avais honte de le demander. Et je prenais sans compter, moi. Désormais, il règle lui-même ses achats. Depuis plusieurs années, il est suivi par l'association Mots et Merveilles. Là, Léo a une moto. Bien. Dans les Hauts-de-France, l'illettrisme concerne 11% des adultes, souvent d'anciens élèves en échec scolaire. L'association accompagne 800 d'entre eux dans la région, avec l'aide de 300 bénévoles. Le but de l'atelier, c'est de maîtriser les fondamentaux et puis après pouvoir lire eux-mêmes leurs papiers et puis partir sur l'écriture et se débrouiller, l'autonomie, quoi, c'est le principe. Ça me servira pour moi travailler, pour beaucoup de choses, pour un emploi, passer les permis de voiture. Les apprenants participent aussi à des ateliers culturels. Ensemble, ils ont créé un jeu sur leur région, auquel s'est prêté le sénateur du Nord, Éric Bocquet. Alors j'y vais ? Oui, allez-y. Ça s'arrête sur un secteur. Voilà. Hop. Ça s'appelle Pays de Mormal. Pays de Mormal. En quelle année les villes d'Aulnoy-Aymeries ont été réunies ? 1943, 1953, 1963. 53, je dirais. C'est ça. C'est ça. On s'adosse sur des ateliers qui nous permettent de les faire sortir de la structure, de découvrir le monde qui les entoure, de se réemparer de tout ce qui est autour d'eux, de redevenir citoyens, parce qu'en fait, ils ne s'autorisent pas le théâtre, ils ne s'autorisent pas le cinéma. Et nous, notre but, c'est de faire tout ça parce que lire, apprendre à lire, à écrire, pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir après utiliser tout ce qui est mis à disposition des citoyens dans une commune, dans une région. Mots et Merveilles peut compter sur les locaux prêtés gratuitement par la mairie. Mais il faut aussi trouver des fonds pour rémunérer les 17 salariés. Regardez un peu, pour créer un jeu comme ça, tous les financeurs qu'on doit aller chercher. Dans ces conditions, le budget annuel de 600 000 € est parfois difficile à boucler. C'est toujours à votre bon cœur, monsieur, dame. C'est ça. Alors qu'un problème qui est un vrai problème de société aujourd'hui, il n'est pas pris en compte. Par exemple, il n'est pas dans les contrats de plan État-région. Savoir lire, écrire, compter, c'est une condition essentielle de la liberté. Et donc, oui, c'est un travail essentiel que l'État devrait mener, je pense, avec beaucoup plus de pérennité, parce qu'on peut avoir des subventions ici et là, mais on voit avec cet exemple de l'association dont les financements dépendent du bon vouloir des uns ou des autres, acteurs publics ou privés. Non, il faut vraiment inscrire ça dans la durée comme un droit de tous à accéder à être lettrés, lecteurs et penseurs. En France, on estime que 7% des adultes sont concernés par l'illettrisme, un chiffre probablement sous-évalué, car les sans domicile fixe ne sont pas recensés dans les enquêtes de l'INSEE.
Bonsoir Éric Bocquet, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Pourquoi avez-vous choisi de donner un coup de projecteur sur cette association Mots et Merveilles ? Parce qu'elle réalise un travail remarquable dans un territoire qui a souffert et elle réalise des prouesses, je veux dire. C'est presque de la réparation humaine. On voit des renaissances, des résurrections. J'emploie sciemment ces termes très forts. On retrouve sa dignité. Moi, j'ai croisé des gens qui m'expliquaient que quand ils ne savaient pas lire, ils n'osaient pas regarder les gens droit dans les yeux, comme on le fait en ce moment là. Et le jour où ils ont commencé à comprendre et à savoir lire, ils ont redressé la tête et croisé le regard des gens avec dignité et fierté. Ça, c'est un résultat absolument remarquable. Ça m'a beaucoup marqué et frappé. Ces associations, elles ont besoin d'un soutien de l'État. Vous le rappeliez également. Est-ce qu'il y a une réelle menace sur la pérennité de ces associations, notamment à cause du manque de financement ? Oui, parce que bon, les collectivités sont mises au régime sec depuis quelques années. Et malheureusement, ce genre d'actions font partie de celles qui subissent en premier les restrictions de crédit. Les subventions se font plus rares, plus limitées. Il y a aussi du mécénat privé, il faut saluer. Mais ça ne donne pas la garantie dans la durée que les financements seront acquis pour l'éternité. Or, il y a des besoins gigantesques, cela a été rappelé. On parle de 7% de personnes illettrées en France. On est à 11% dans les Hauts-de-France. Donc, on ne va pas tenir un discours misérabiliste, mais il y a des besoins considérables pour accéder à la lecture et à l'écriture pour ces populations qui sont touchées aujourd'hui. Ça doit venir aussi du niveau national, cette lutte contre l'illettrisme, selon vous ? Ah oui, absolument. Ça va être une politique nationale impulsée par le gouvernement, avec les moyens financiers qu'il faut, les formations qu'il faut, parce que là, on a affaire à des bénévoles qui font un travail absolument remarquables, mais qui ont besoin vraiment d'un soutien permanent, y compris en termes de qualification, parce que s'adresser à des publics en fragilité comme cela, abîmés par la vie, et en lesquels on peut retrouver de l'espoir, c'est si on leur permet d'acquérir la lecture et l'écriture pour redevenir des hommes et des femmes dignes et libres. En tant que parlementaire, vous pouvez relayer au Parlement ces demandes, ces besoins des associations ? Oui, absolument. C'est un peu le sens aussi de ce choix, parce que c'est un sujet dont on ne débat pas souvent ici ou ailleurs. C'est pas un sujet c'est un peu un handicap invisible, hein, l'illettrisme. Il y a des handicaps. C'est un sujet tabou. Peut-être tabou dans une puissance comme la nôtre. On est la 7e puissance du monde. Comment peut-on imaginer que pratiquement 10% des gens ne sachent pas écrire et lire ? On a du mal à le concevoir et pourtant c'est une réalité. Et on imagine les conséquences dans la vie quotidienne, prendre le métro, lire un formulaire, remplir un questionnaire. Tout ça n'est pas possible pour ces gens-là. Donc il y a vraiment une mission essentielle de l'école évidemment. Ça passe d'abord par l'école. Et quand il y a rémédiation à faire, que les associations qui s'en occupent soient effectivement accompagnées financièrement et en termes de qualification. Je voudrais également vous entendre, Éric Bocquet, sur les mesures sociales qui ont été détaillées par le Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que ça va permettre de réellement calmer cette colère qui s'est exprimée depuis un mois à travers la France dans ce mouvement des Gilets jaunes ? Je crains que quand les gens découvriront, et c'est déjà le cas, la réalité de ces hausses, les montages, les bricolages, parce que vraiment on est dans le bricolage, on apprend que finalement ça ne sera pas le 1er janvier, ça sera février, on apprend que ça ne sera pas l'ensemble des personnes rémunérées au SMIC, mais une partie d'entre eux seulement, qu'il y aura des conditions d'accès, puisque ce n'est pas un salaire en plus, ça exonère complètement les entreprises, c'est nous tous qui allons payer via la prime d'activité ces hausses. Vraiment, ce n'est pas à la hauteur des problèmes de fond posée par ce mouvement depuis plusieurs semaines, justice fiscale, justice sociale, égalité des territoires, toutes ces questions-là ne sont pas prises en compte à l'heure qu'il est. Voilà, je me demande dans les semaines qui viennent, et quand la fiche de paye tombera en janvier avec la retenue à la source, il y aura peut-être des effets induits à un moment donné qui pourront réenclencher la colère qui aujourd'hui est apparemment un peu calmée, mais sur le fond, rien n'est réglé. On sait que le texte arrive au Sénat cette semaine, parce que le gouvernement veut aller vite, avec une présentation mercredi en Conseil des ministres, un vote à l'Assemblée le lendemain, et je le disais vendredi au Sénat. Vous allez vous battre contre ce texte, au contraire, apporter un soutien, puisqu'il doit être voté avant la fin de l'année. Et on verra ce qui nous sera proposé. On a déjà l'essentiel des mesures, mais nous allons remettre sur le tapis le rétablissement de l'ISF. 70% des gens de toutes catégories sont favorables à cette mesure. Le gouvernement a choisi de ne pas le rétablir. C'est pas un symbole, hein. C'est 4,2 milliards de ressources dans le budget qui pourraient répondre en partie aux besoins qui sont exprimés. Voilà une mesure que nous allons porter à nouveau dans le débat budgétaire qui va se présenter cette semaine. Ça fait partie de la réinstauration de l'impôt sur la fortune, des revendications des Gilets jaunes, tout comme le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous êtes favorable à ces débats, ces consultations citoyennes ? Tout ce qui peut contribuer à améliorer la démocratie va dans le bon sens, mais les Gilets jaunes ont également posé la question du CICE, ont également posé la question des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale, autant de sujets que nous portons
sans récupération aucune. C'est eux qui portent ces sujets. Et très bien, il faut que les citoyens s'emparent de ces sujets pour que les choses avancent. On regardera aussi de près l'histoire de la taxe GAFA. C'est un petit pas qui va dans le bon sens. Pas possible la semaine dernière, possible aujourd'hui. L'amendement adopté au Sénat à l'unanimité sur l'arbitrage des dividendes. Qu'est-ce que l'Assemblée va en faire? On va regarder ça de très très près. Eh bien, merci à vous, Éric Bocquet. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre, On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.